Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. À toutes et à tous, on a failli garder Patrick Roger avec nous dans le studio. Il était installé pour débattre et discuter. Pourquoi pas, Patrick, faut venir débattre un jour avec nous. Mais bon, la matinale, c'est déjà une charge assez lourde. Nous allons commenter aujourd'hui l'actualité avec Alex Darmon. Bonjour. Journaliste politique. Votre chaîne est sur YouTube. C'est Les Indécis, chaîne de débat politique. Jean-Luc Benamias, bonjour. Vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Michel Taube, bonjour, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et Jacky Isabello, communicant et chef d'entreprise. Bonjour Valérie. Dans l'actualité, il y a ce recadrage d'Elisabeth Borne pour, évidemment, des voix disent mais non, pas du tout, c'était pas ça. Mais enfin, quand même, les arguments des années 90, c'est pas ça qui fera battre le Front National. Hier, aurait dit le président de la République. La proposition de loi Lyotte qui arrive en commission des affaires sociales ce matin pour ce fameux article concernant l'âge de la retraite. On va en parler. Et puis la lutte contre la surpopulation carcérale, on en parlera également. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Luc, on va commencer avec vous. C'est aussi l'actualité. Oui, c'est l'actualité. C'est pas très original, mais quand même, coup de cœur pour Gaël Monfils, quoi. Ouais. C'est la fin d'une période pour le tennis français, la bande des quatre, c'est-à-dire Gasquet, Tsonga, Simon et Monfils. Bon, à 36 ans, réussir à jouer des matchs comme celui qu'il a joué hier soir, qui s'est terminé à minuit et demi, en prenant avec 5-0 pour son adversaire, un Argentin qui s'appelle Duez, qui est quand même 42e mondial. C'était pas un nain, le garçon qui jouait face à lui. Voilà, coup de cœur parce que bon, cette bande des quatre, bon, est en fin de carrière. Alors, ce genre de victoire, je pense que ça durera pas parce que il a fini son match épuisé. Voilà. C'est ça, Roland Garros, quoi. Ouais, bon. Il y a Lucas Pouille aussi. Oui, il y a Lucas Pouille qui est là, mais c'est vrai qu'hier, Exact. Mais c'est vrai qu'hier, il est allé au bout. Il s'est au bout de ses forces. C'était exceptionnel. Ah ouais, vous avez regardé ? Ouais, c'est effectivement, mais c'est aussi ce qu'on appelle la night session là, qui est donc créée à Roland Garros, c'est-à-dire jouer en pleine nuit depuis 2 ans maintenant. Et c'est vrai que tout le monde vous le répétez, c'est des matchs qui sont faits pour Gaël Monfils parce qu'il a besoin de se sentir un peu unique. Et hier, on l'a vu, quoi. Il a vraiment été au bout et puis ça le faisait rire. Et il racontait qu'il s'était même lâché à la fin du match, qu'il avait arrêté de penser vraiment à l'obsession de la victoire et qu'il pensait vraiment qu'à se faire plaisir. Et ça s'est vu, c'était exceptionnel. Bon, c'était alors Jacky, vous, c'est un coup de cœur pour un autre coup de cœur. Oui, qui est en marge de l'actualité. L'Armada de Rouen, une grosse quarantaine de navires, vieux gréements, mais aussi bateaux militaires qui se réunissent tous les 4 à 6 ans. À Rouen, c'est un événement exceptionnel qui va se tenir à partir du 8 juin. J'en profite pour transmettre un coup de chapeau à la Marine nationale qui mobilise ses réservistes dont je fais partie et qui nous ouvre les visites sur certains bateaux et que les gens vont pouvoir aussi vont pouvoir profiter de ce moment-là. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Des événements comme ça dans ce genre de ville avec ce pont qui se lève et qui laisse passer des bateaux phénoménaux. C'est une fête populaire. Ça rappelle aussi la grande épopée du commerce, mais aussi de la guerre sur mer. Voilà. Donc dire aux gens, allez-y, mais faites attention, c'est une vraie galère. Bon, très bien. Non, Michel. juste pour dire que ça permet de rappeler que la France est, et beaucoup de Français l'oublient, la 2e puissance maritime mondiale. Qu'on est présent sur tous les continents, c'est-à-dire sur toutes les mers, qu'on a des bords maritimes parmi les plus importants au monde. Je crois plus que je crois on est là. Après les États-Unis, on est les deuxièmes, dont la majorité est en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie. On exploite assez peu d'ailleurs. Et aussi dans les Caraïbes, l'océan Indien. Enfin voilà, on est une puissance maritime mondiale. Et pendant 30 ans, on n'avait pas de ministère de la mer. Aujourd'hui, on en a un. Enfin. C'est qui le ministre ? Hervé Berville. C'est Hervé Berville. Heureusement qu'on est. Heureusement qu'on est. Depuis Pêche, ça avait été un peu perdu. On a toujours eu une relation compliquée avec nos ministères de la mer. Voilà. Bon, donc on connaît le nom du ministre de la mer. Qui est très bien d'ailleurs, qui est assez smart comme garçon et qui défend bien les intérêts de cette filière, mais qui n'est pas assez puissante. En silence. Michel, vous, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un souvenir.
pour la mémoire du Concorde. On vient de parler de la mer, parlons des airs. Des coups de cœur ce matin. Oui, c'est bien. Il y a 20 ans exactement, le dernier vol commercial du Concorde avait lieu, c'était le 31 mai 2003. Et le Concorde, en fait, ça a été évidemment un des fleurons de l'industrie française ou franco-britannique. Et ceci pour dire que, voilà, est-ce que 20 ans après, on serait capable d'inventer un tel bijou technologique, futuriste et absolument... qui a séduit tous ceux qui l'ont approché, ne serait-ce qu'en le regardant de loin, en allant vers Roissy et en voyant cette aile fantastique qui était le Concorde. Voilà, ça a été un joyau industriel, ça a été une prouesse de technologie. New York à 3h30 de Paris. Ça s'est mal fini quand même. Alors ça s'est évidemment mal fini avec un terrible crash à Gonesse, si je me trompe pas. Mais ça a été quand même une très très belle réussite industrielle. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les exigences environnementales et toutes les exigences, notamment en matière sonore, je ne suis pas certain qu'on arriverait à le refaire. Mais en tout cas, ça a été un des grandes pages de l'histoire industrielle de notre pays. Ouais, peut-être économiquement, en plus, ça a été, les Américains nous ont pas forcément aidé à faire de cette merveille technologique une réussite économique. Il y a aussi ça qui explique que le Concorde n'a jamais véritablement trouvé. Mais ça a été aussi un moyen de faire émerger une autre politique aéronautique par l'intermédiaire d'Airbus. Donc voilà, la symbolique du phénix. Peut-être un mot sur Jean-Marc Jancovici hier qui affirme qu'il faudrait réduire, limiter à 4 vols par vie de manière à... Oui, c'est ça. Il a même dit à un moment, je crois sur France Inter, il avait dit 2, c'est ça. Ça avait des années que tout le monde... Mais vous en pensez... Non, mais ce qui est intéressant dans ce que dit M. Jancovici, c'est effectivement le fait de pouvoir réduire le nombre de vols par personne, mais il faut aller au bout aussi quand même de ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez 90% de la population mondiale qui ne prend pas l'avion. Et ces chiffres, on ne les répète pas assez. On a l'impression, nous aujourd'hui, on est en France, que pour ceux qui ont les moyens, que c'est facile de prendre l'avion en Europe, dans les pays développés, mais en vérité, 90% de la population mondiale ne prend pas l'avion. Et quand vous vous dites que c'est 10% de cette population mondiale qui prend l'avion, c'est même pas 10%, je crois que c'est vraiment 9% de cette population mondiale qui prend l'avion et qui, à elle toute seule, crée les dégâts entre guillemets technologiques, casse l'empreinte carbone mondiale, vous vous dites qu'effectivement il y a peut-être une réflexion à avoir en profondeur. Maintenant, 2 vols dans une vie, ça voudrait dire pour beaucoup de personnes aussi d'arrêter de voyager, ça voudrait dire qu'on ferait le sacrifice de plein de choses, de la mondialisation, le tourisme. Non mais ça, un vrai modèle à réfléchir. Mais c'est intéressant parce que ça repose les discours de deux chercheurs dont un est décédé, Bruno Latour, et son digne héritier là-dessus, Alexandre Monin, qui disent avant d'interdire ou avant de lancer ce genre de chiffres, il faudrait faire un état des lieux de quels sont véritablement nos besoins dans cette société pour montrer qu'entre les différentes sociétés, il y a un écart considérable. Quand Alex, vous disiez qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion, moi je connais des gens en Normandie qui n'ont jamais pris le train, qui ne sont jamais venus à Paris, qui travaillent dans leur coin, qui sont dans mon environnement familial, qui sont des gens normaux, donc c'est tout à fait vrai. Faire l'état des lieux, parce qu'on va être obligé de procéder à cet état des lieux avant de faire des choix drastiques tant qu'on n'aura pas découvert la technologie magique, si tant est qu'on la découvre un jour. Jean-Luc, vous en pensez quoi? Je pense que M. Jancovici parle un peu de tout et n'importe quoi. Et que régulièrement, c'est une provocation. Ça paraît assez clair. C'est quoi cette histoire? Quand on est jeune, on pourra faire 2 à 4 voyages, pas plus. Enfin, tout ça. Même si effectivement... il vaut mieux, dans le cadre continental, prendre le train, améliorer les services de train. Mais globalement, quand vous regardez les tarifs pour circuler, notamment en France avec le TGV, malheureusement aujourd'hui, très souvent, l'avion est moins cher. Oui, absolument. Oui, mais il y a quand même, Jean-Luc, il y a quand même, je prends un exemple. Quand vous voyez l'entièreté de l'industrie, du cinéma, venir se pavaner à Cannes, et chaque film est porté par des messages écolos, Harrison Ford qui repart avec son jet privé de 640 mets de long, 800 mètres de large, il y a un moment, vous avez envie de vous dire, alors c'est parole ouverte pour se foutre de la gueule des Français et de se foutre de la gueule du monde. Vous voyez, c'est un moment, donc
la contrepartie, c'est okay Jean Covici qui est incrédible, forme les gens, a un discours qui est assez incontestable, qui est parfois un petit peu cassant, mais c'est aussi le lot de certains intellectuels. Patrick nous parlait de Michel Onfray tout à l'heure. Voilà, c'est aussi de faire une contrepartie, parce que franchement, à Cannes, quand vous les voyez arriver tous avec leur message écolo et repartir avec leur jet privé, il y a un moment où il faut se dire de comment qui pas être d'accord avec toi, c'est pas possible. Absolument. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On se retrouve on se retrouve tout de suite d'ailleurs, on se retrouve dans le studio Sud Radio et on va parler évidemment de ce qui s'est passé hier en Conseil des ministres avec cette sortie du président de la République à propos de Madame Borne sur le RN et Pétain. Et d'abord, on va passer à votre coup de gueule. Vous voyez, on a un coup de gueule quand même avec Alex Darmon. Non, je veux pas casser l'ambiance ce matin, mais en fait, je suis assez sidéré. Moi, je vois quand je me lève hier matin et que je vois qu'il y a une attaque de drone ukrainien au-dessus de Moscou, alors qui répond a priori à une attaque de drone des Russes sur Kiev la semaine dernière. Je suis assez sidéré par le traitement médiatique de cette histoire. Enfin, c'est quand même énorme. Une attaque de drone, on rentre dans une nouvelle étape de guerre. C'est-à-dire qu'au-dessus de Moscou, vous avez des drones ukrainiens. On n'est pas sûr que ce soit des drones ukrainiens. On n'est pas sûr, ça n'a pas été confirmé. Ça n'a pas été confirmé. Mais ça n'a pas été non plus infirmé. Et a priori, ça semble être quand même des drones ukrainiens qui répondent à une attaque de drones russes la semaine d'avant. Et je me dis quand même, on rentre dans une étape qui est un peu nouvelle dans cette guerre, qu'on nous a rabâché pendant des semaines, des mois qu'il y avait la guerre en Ukraine, que ça allait provoquer une guerre en Europe, une troisième guerre mondiale et tout, et que là, on rentre dans une étape qui est quand même, pour moi, considérable et qu'on en parle très peu dans les médias, que ça fait limite une brève à la fin d'un JT, on passe à autre chose très vite. Alors il fait beau dehors, c'est super et tout, mais ça veut quand même dire quelque chose. Ces drones au-dessus de Moscou qui ont été abattus. Alors je dis pas que vous avez raison, ça n'a pas été confirmé. Les chaînes d'info étaient en boucle là-dessus. Très peu, honnêtement très peu. BFM et LCI hier soir sur le truc. Honnêtement très peu. Hier matin. Sur la politique nationale. On ne sait pas si c'est. Ça peut être des milices anti-Poutine, dont on sait qu'elles sont très nombreuses, et je ne me ferai pas expert parce que je n'ai pas du tout révisé le sujet et que c'est pas le cas, mais on sait très bien, parce que ça a été annoncé par certains hommes politiques russes, que ça pourrait être des milices anti-Poutine qui programmaient ce genre de choses. On sait que on connaît Wagner, mais il y a de très nombreuses milices en Russie qui sont anti-Poutine et qui pourraient, pour déstabiliser le régime, tenter d'organiser cela. En tout cas, voilà, je ne dis pas que c'est ça la réalité, mais les experts disent bien de faire très attention avec l'interprétation de ce point-là, et à tel point que ça a donné lieu à une mise au point du président lui-même sur des détails assez techniques concernant l'organisation de la défense aérienne de Moscou. Donc vous voyez, quand le président commence à parler, on va parler de Borne tout à l'heure qui se fait recadrer, quand le président prend la parole, toutes les interprétations sont là où je suis d'accord avec... C'est même pas tant le fait de savoir qui a vraiment envoyé et tout, c'est juste qu'il se passe ça, et même si c'est des milices, ça veut dire qu'on va passer une étape supérieure à un moment donné. C'est marrant parce que j'ai eu la même réaction hier en voyant cette information et en me disant on est passé à un cran supérieur, et quelle sera la réaction effectivement de Poutine. On est dans une... il y a sans arrêt des étapes supérieures qui montrent que la réalité c'est qu'on est en guerre. Moi ce que je critique, je pense vraiment qu'on est en guerre. On est en guerre. On est en guerre contre un régime, et on est en guerre contre l'invasion d'un pays souverain et indépendant par un autre pays. Et évidemment, pour des raisons diplomatiques que je peux comprendre, on refuse de parler de guerre, mais la réalité, c'est qu'on est en guerre. Le problème, c'est que cette guerre, elle dure, et qu'elle va certainement durer longtemps. Et qu'on ne peut pas tous les jours, comme on l'a fait pendant les 6 premiers mois, les 8 premiers mois de cette guerre, parler quasiment que de cela. Parce qu'effectivement, le monde tourne, il se passe d'autres choses, etc. Donc il y a un problème de saturation qui a été peut-être excessive dans un premier temps, mais la réalité, c'est qu'on est en guerre. Le déploiement de missiles nucléaire en Biélorussie par la Russie il y a quelques jours est à mon avis beaucoup plus grave que ce qui s'est passé là. De même, il y a des menaces au nord, on n'en parle quasiment pas, mais vous savez, l'enclave Kaliningrad, l'enclave russe en Pologne, il commence à y avoir des troubles également, parce que c'est plus comme ça d'ailleurs. Il y a des tensions très fortes. Donc on est en guerre. Et ça, moi, si j'ai un reproche à faire, c'est qu'on n'a pas reconnu la réalité de cet État. Mais après, Alex a raison. C'est une étape supplémentaire, parce que quand on porte des attaques, si on ne sait pas d'où elles viennent,
directement sur la capitale d'un pays qui dispose d'une place au Conseil de sécurité de l'ONU et de centaines, voire même de milliers de têtes nucléaires, ça peut en tout cas donner lieu à une interprétation que les choses sont en train de changer, peut-être pas d'un point de vue militaire, mais en tout cas de la configuration et de l'impact surtout que ça peut avoir sur l'opinion publique russe, parce que le peuple russe va commencer à avoir peur. Et si l'opinion publique doute et commence à changer d'état d'esprit, eh bien, dans les configurations modernes de la guerre... Alors Jean-Luc, Jean-Luc Benamias. Je vois bien pourquoi. Moi, je pense que tout ça est extrêmement anxiogène. Que si on faisait du plein temps depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis le début de la guerre, depuis l'envahissement d'une partie de l'Ukraine par les Russes, mais oui, les guerres ont changé de cadre. Le fait d'utiliser maintenant la technologie des drones, c'est pas le seul lieu où on utilise des drones. Il y a plein de guerres encore dans le reste du monde où on utilise des drones. Non, mais c'est pas la question. La question est d'attaquer l'attaque de Moscou. C'est là où il y a l'attaque de Moscou. Moi, je sais pas d'où ça vient. Je pense que la population russe est assez peu au courant réellement de ce qui se passe autour de cette guerre, et que c'est très difficile pour eux, même s'il y a la technologie, Internet et les réseaux sociaux que certains peuvent utiliser, mais la population russe, à mon avis, est pas tout le monde n'a pas accès à tout cela. Ce qui se passe, c'est que du côté de l'Ukraine, il y a eu aussi évidemment des attaques. Du côté russe, moi je veux bien. Il y a un système qui est très pointu en Russie, c'est que, et ça je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que les oligarques très chers à M. Poutine, mais que M. Poutine essaie d'utiliser et de maîtriser, peuvent effectivement, et c'est eux qui payent les grandes milices dont on parle. Ce sont les oligarques qui sont des milliardaires, qui dépendent d'ailleurs largement du pouvoir de M. Poutine. Complexité absolue, et je le répète, c'est plus qu'anxiogène, puisqu'on utilise maintenant, sans utiliser l'être humain sur place, on utilise des choses qui peuvent attaquer n'importe qui, n'importe où. Moi, simplement, c'était pas l'objet de savoir qui a envoyé ou pas envoyé, on est en guerre. Vous pouvez faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Ce que je veux dire, c'est que juste que là, il y a des drones qui se sont élevés au-dessus de Moscou, et demain, vous dites, Michel, on est en guerre, vous avez raison, mais sauf que aujourd'hui, nos jeunes, notre armée, elle n'est pas engagée sur le terrain. Demain, qui vous dit que Poutine ne va pas dire, c'est des drones européens, on va aller attaquer un pays comme la France ou quoi, et là, on rentrera pour le coup dans le dur de la guerre. La livraison de F-16 va y contribuer aussi. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on passe à une étape supérieure, c'est qu'on essaie de construire, entre guillemets, des histoires. Oui, absolument. Pourtant, une auditrice me dit, mais non, il y a eu des sujets. Hier, c'est l'ouverture de France 2. Il y a eu un sujet dans le 20h de TF1. Peut-être pas suffisamment. Ça va s'organiser. Pas suffisamment traité dans la presse. Je vais juste valider un petit point quand même de dire que LCI a pris le parti de traiter abondamment la guerre en Ukraine, ce qui était très différent par rapport à tout ce que faisaient jusqu'ici les chaînes d'information continue. Et les résultats lui donnent raison, parce qu'elle vient de rattraper CNews. Et donc, pour une chaîne qui fait quand même attention à son audience, on dit tout le temps oui, on ne fait pas attention à l'audience, mais ça, c'est pas vrai. Eh bien, les Français ont besoin de certains canaux qui donnent de l'information pointue en continu. Et parce qu'il y a un gros déficit d'information sur l'international en France. Paradoxalement, hormis opinion on est un très grand pays. Vous êtes le patron, mon cher Michel, c'est l'occasion. Mais non, mais sérieux, c'est un vrai problème. On a une grande puissance mondiale et on a très peu de chaînes. Si, on a des chaînes de services publics, mais dont on peut s'interroger sur la ligne éditoriale. Je pense à la branche internationale du service public. Mais non, il y a un déficit d'information et LCI s'est engouffré là-dedans, et tant mieux. Excusez-moi, mais il me semble que France Télévisions, notamment France 2, par rapport au journal, c'est celui-là que je regarde. Oui, traite quand même pas mal d'international et d'informations. Un sérieux travail avec des journalistes, hommes et femmes. Oui, on rend hommage à Maryse Burgot qui est restée 3 mois en Ukraine, grand reporter. Elle fait un travail remarquable. Bon. Exactement, les deux là. Juste deux remarques. Encore un enfant blessé par un rodéo urbain. On se souvient que Gérald Darmanin avait eu des
avait eu des mots très, très forts en disant qu'il fallait en finir avec les rodéos urbains. Visiblement, il n'y a quasiment pas une semaine sans qu'il se passe un incident. Et là, c'est un enfant qui a été blessé à Roubaix. Et puis encore un mort par balle à Marseille. Ça continue. Jusqu'à quand c'est assez sidérant. Hein. Vous êtes, vous, à Marseille, cher Jean-Luc. Marseille, dès qu'on ouvre le journal, d'ailleurs, j'en profite pour saluer la nouvelle présentation de la Provence. Chacun l'a vu, qui a changé de look un peu plus moderne, évidemment. Oui, à Marseille, c'est tous les jours, hein, quasiment. Moi, je pense, alors ça ne répondrait pas à tout, hein, mais il faut remettre en place, je suis pas le seul à le dire, une police de proximité. Ça ne changera pas tout, mais une police en présence permanente. Pas envoyer forcément une troupe de CRS, une brigade de CRS supplémentaire. Non, ça vaut le coup, ici ou là, mais en présence continuelle, avoir des policiers de proximité. Ça ne changera pas tout, mais ça rassure les gens. Ouais. Je ne sais pas si on n'est pas passé un cran au-dessus tout de même, avec les règlements de compte, avec des très jeunes qui sont, qui sont effrayants. Ça fait rire. C'est effrayant, franchement. Allez, on se retrouve dans un instant, 9h27 sur Sud Radio. Emmanuel Macron, hier, a recadré Elisabeth Borne. On va parler de la proposition de loi de Lyotte. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h pour commenter l'actualité avec Alex Darmon, Jean-Luc Benamias, Michel Taube et Jackie Isabello. Donc l'actualité, c'est cette petite phrase d'Emmanuel Macron à propos du Rassemblement national. Il dit que ce n'est pas comme avec des arguments des années 90 qu'on va combattre le Rassemblement national. Référence évidemment à l'interview accordée à nos confrères de Radio J par Elisabeth Borne, où elle dit que le Rassemblement national est l'héritier direct de Pétain. Donc, comment comprendre là, on va parler plutôt politique que du fond. C'est évidemment, si cette information est sortie, c'est qu'il y avait une raison, Alex Darmon. Oui, mais après, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas plus d'infos que ça, parce que ça a été distillé très progressivement. Il y a les pro-Borne et les pro-Macron dans cette histoire, malgré tout ce qu'on veut nous dire ce matin, que c'est pas vrai, que c'est vrai, que c'est pas vrai. Vous avez des ministres hier qui ont été apparemment très choqués du recadrage du président de la République, très humiliant envers Elisabeth Borne, la première ministre. Moi, je vais vous donner mon avis. Moi, ce qui me gêne un peu, ce que je trouve dérangeant dans ce recadrage, c'est que Elisabeth Borne, elle a une histoire quand même. Et elle avait dit lors de son discours de politique générale, elle en avait parlé, cette histoire, elle est forte pour elle, sur la Shoah, sur la déportation. Son père qui a été déporté quand elle avait... qui avait malheureusement... qui s'était malheureusement suicidé parce qu'il s'était jamais remis de son retour dans les camps. Et si elle, c'est sa conviction de dire dans une interview que le Rassemblement national est l'héritier de Pétain, bon, je sais pas si c'est des arguments de 90. En tout cas, ça la regarde. Et apparemment, ça a été très violent hier en Conseil des ministres. Le président de la République l'a pris à partie en disant qu'il fallait parler d'arguments factuels de la vraie vie pour pouvoir contrer le Rassemblement national. Moi, ce que je vois en ça, c'est que ça sert juste une seule personne aujourd'hui, encore une fois. Le Rassemblement national. Le Rassemblement national et Marine Le Pen. Ouais. Michel. Moi, j'avoue que je comprends pas la sortie d'Emmanuel Macron. Je trouve que elle est même quelque part insultante par rapport à la responsabilité qu'il a lui-même dans la montée du Rassemblement national ces 7 dernières années. Pourquoi se priver d'un argument moral? Parce qu'en fait, elle invoque un argument moral qu'on peut contester. On peut douter, on peut se dire que Marine Le Pen est sincère dans la conversion de son parti. Moi, je pense qu'elle ne l'est pas et que c'est une pure stratégie pour essayer de conquérir le pouvoir et que donc, effectivement, si elle arrivait demain au pouvoir, ressortirait des relents qui remontent à très loin, ne serait-ce parce qu'elle aurait besoin de s'entourer de tellement de gens pour l'aider qu'elle irait chercher dans les bas-fonds des origines du Front National des soutiens, des relais, etc. Notamment sur les questions régaliennes. Mais pourquoi se priver d'un argument moral? Parce que là, Emmanuel Macron, en disant cela, en plus, il joue complètement contre le travail que fait la Macronie. La Macronie a créé, par exemple, à l'Assemblée nationale, un groupe dont on peut contester la pertinence, un groupe de vigilance sur le Rassemblement national. Et là, il nous dit, ah non, on ne peut pas utiliser d'arguments historiques.
Mais franchement, qu'est-ce qui va rester comme argumentation? Parce que les arguments factuels, il n'y en a pas. Les arguments factuels, il n'y en a pas, puisqu'elle n'a jamais été au pouvoir. Ce qu'il dit, Emmanuel Macron, c'est insulter, c'est faire fi des millions d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen. C'est complètement contre-productif comme argument. Ouais, mais et quand on est Premier ministre, je suis d'accord, enfin, j'entends ce que dit Alex, mais vous devez aussi mettre peut-être de côté vos sentiments personnels. Peut-être, mais moi je trouve que je ne vois pas pourquoi on s'interdirait. Cet argument ne suffit pas. Et je suis d'accord qu'il est certainement passé de mode. Il est dépassé, justement, c'est ce que dit le président de la République. Mais de là à faire une sortie comme celle-là... Enfin, Jean-Luc, vous avez pensé quoi? Vous pensez quoi de ce recadrage? Je pense que je serais à la place d'Elisabeth Borne, j'aurais démissionné tout de suite. Sa durée de vie, de toute façon, en tant que Premier ministre, hein, j'espère bien qu'elle vivra beaucoup plus longtemps. Les 100 jours sont bientôt terminés. Mais en tant que Premier ministre, est compté. Ce genre de phrase qu'on fait exprès sortir d'un Conseil des ministres, bien sûr. Il y a 8 clos normalement, mais non, ça sort... Tout ça est profondément déstabilisant. Clairement, comment ce gouvernement peut continuer à essayer de gérer quand le président de la République décide de tout, déclare tout et n'importe quoi sur tous les sujets, et qu'il ne prend aucun compte, il ne tient aucun compte de la personnalité de ses ministres, notamment d'Elisabeth Borne. Clairement, c'est pas dramatique ce qu'elle a dit, hein, c'est vrai. Historiquement, c'est vrai. Est-ce que ça suffit à faire reculer le Front National? Ça se saurait. Non, ça ne suffit pas. Donc il a raison, Emmanuel Macron. Après, on peut s'intéresser. Je vous ai dit, plus que de parler du fond, c'est la forme. C'est est-ce qu'on recadre sa première ministre de cette manière? On ne sait pas comment il a. C'est aussi ça, c'est qu'on ne sait pas comment elle l'a recadré. C'est encore. Parce que c'était à la suite des élections en Espagne, mais il a quand même prononcé la phrase. Il a parlé du. Oui, mais il a quand même parlé du RN. Il a parlé du Rassemblement national et de ses arguments des années 90 et que c'est pas comme ça qu'on. Donc c'était directement dirigé. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, des arguments des années 90? Quand ça fuite comme ça, on sait très bien que les journalistes ont des sources qui sont tout à fait crédibles au plus proche du... Alors déjà, de dire, Elisabeth Borne, elle a quand même fait une erreur de communication, c'est qu'elle part d'une longue démonstration qui passe par son histoire personnelle et qui atterrit sur ce qu'elle devrait savoir comme étant le point qui va être repris par les journalistes, et donc ça va être sorti de son contexte, et naturellement, c'est une erreur de communication de sa part, elle devrait le savoir. Et puis, pour une raison simple, c'est que effectivement, on peut souligner ce point-là, mais si elle avait voulu aller sur un terrain politique et être constructive par rapport à ce qu'elle est censée être, elle aurait dû avant tout rappeler qu'aujourd'hui, l'héritière du Front National a un mensonge qu'elle porte, c'est que son héritage est avant tout anti-gaulliste. Et qu'il y a 1 an et demi, chez notre ami Arnaud Benedetti, elle fait une tribune longue comme le bras dans la revue Politique et Parlementaire, où elle explique qu'elle kiffe et que si elle avait vécu à la même époque que le général, honnêtement, elle aurait été sa petite amie. Donc là, c'est un vrai gros mensonge par rapport à tout ce qu'ils ont porté pendant des années. Après, le deuxième point, le président de la République, qui aujourd'hui est en train de faire pivoter complètement ses tentatives de séduction à droite, il est obligé de faire très attention à tout un électorat qui va du Rassemblement national, mais aussi qui embrasse assez largement vers d'autres leaders politiques qui ne sont pas au Rassemblement national et qui, pendant la campagne présidentielle, ont pu dire que si certains sortis du chapeau et qui ont été les candidats les plus extrêmes arrivés au deuxième tour, eux, en tant que représentants du parti gouvernemental, vous avez vu, je prononce pas de nom, je donne pas d'étiquette, ils pourraient voter pour lui, vous voyez. Donc cet électorat-là, il est plus qu'au Rassemblement national. Et aujourd'hui, quand on veut parler d'immigration, quand on approche l'élection des européennes, et quand on voit la mutation qu'opère le macronisme d'un point de vue politique, c'est sûr que on est obligé de faire ça, et surtout on est obligé de le laisser savoir. Et comme l'a dit Jean-Luc Benamias, quand on se prend ce genre de coups dans les gencives, sans doute que les jours de la Première ministre, on peut dire, sont comptés. C'est sadique, enfin, quelque part, comme... Ou alors, vous savez, elle a travaillé avec Ségolène Royal, donc en matière de sadisme, j'imagine qu'elle a dû vivre d'autres choses. Elisabeth Borne. Il paraîtrait qu'elle aurait rien dit, qu'elle n'aurait pas réagi après les réflexions du président de la République. Après, moi, je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jackie, c'est que le président de la République, aujourd'hui, il est en campagne.
Il est en campagne pour les européennes. On sait que c'est dans un peu moins d'1 an, c'est dans 10 mois, au mois d'avril prochain, avril 2024. On sait que les élections européennes, généralement, elles sont très importantes et très réussies pour le Rassemblement national, et qu'il y a un enjeu pour le président de la République sur ces élections européennes. Il doit gagner. Il doit gagner pour pouvoir récupérer une légitimité qu'il a perdue. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. C'est pas en faisant ça qu'il va y arriver. Hein. Oui, mais en tout cas, il veut pas froisser les électeurs du Rassemblement national. Même si, a priori, ils sont pas pour lui, il veut quand même se dire, c'est laisser une porte de sortie en disant, on va essayer d'aller les convaincre, d'aller les transformer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes électeur du Rassemblement national, pour qui vous pouvez aller voter si vous avez envie de changer en France, dans le paysage politique? Vous allez aller voter LR? Objectivement, vous savez même pas qui va porter la liste. Donc il y a peut-être aussi pour lui, en tout cas dans son interprétation et dans sa vision de voir les choses, une possibilité de convaincre une partie de l'électorat RN, même si j'y crois absolument pas. Ouais, après, lui non plus, il n'y croit pas. Hein. Non. Après, Elisabeth Borne, elle est un peu tombée aussi dans un piège. Hein. C'est l'intervieweur qui lui dit, Frédéric Aziza, qui lui dit héritier de Pétain, et elle dit oui. C'est là. Elle a fait une erreur de communication. Elle devait savoir. Le warning aurait dû exploser dans sa tête en se disant, si jamais je traite cette question, demain ça fait la une de tous les journaux, et on va dépouiller totalement l'essentiel de mon propos. Un peu plus nuancé. Cette femme est intelligente. Bien sûr. Elle sait très bien que sa durée de vie en tant que Premier ministre est limitée. Oui. Elle peut pas être dupe de ça. C'est absolument impossible. On n'arrête pas d'écrire dans les journaux, et ça sort parce qu'il y a des trucs qui sortent de ce qui se passe. On cherche à savoir qui sera le prochain Premier ministre. Non mais c'était tellement gros parce que quand même on sait qu'il y avait Gauthier, Waffen-SS, Bousquet a mis de Mitterrand, mais on sait très bien qu'il y avait Georges Bidault, quand même le successeur de Jean Moulin, donc le Front National qui avait choisi le plus modéré des plus extrêmes, qui s'appelait donc Jean-Marie Le Pen et qui continue de s'appeler Jean-Marie Le Pen, s'est construit sur l'antigaullisme et contre la politique du général en Algérie. Donc c'est vrai que le piège était tellement grossier qu'elle tombe dedans. Et c'est marrant parce que moi, j'aime beaucoup la manière dont les photographes dans la presse arrivent à traiter de la politique. Et ce matin, dans un journal, la photo d'Elisabeth Borne qui était dans le papier consacré à ça était une photo où elle avait l'air fatiguée par son métier alors qu'elle est plutôt résistante. Et c'était le message du photographe qui disait parfois on peut faire des erreurs parce qu'on est fatigué par son travail. Il y a de quoi être fatigué dans cette situation. Ah, ça c'est sûr. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la loi, de la proposition de loi du groupe Lyot. Est-ce que réellement la proposition de loi est inconstitutionnelle? On y revient dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et on va parler de cette proposition de loi Lyot qui va arriver en commission, qui est discutée en ce moment même en commission des affaires sociales. On a vu qu'Éric Coquerel avait déclaré qu'elle était possible, que c'était recevable. Évidemment, le gouvernement n'est pas de cet avis. La discussion porte sur l'inconstitutionnalité, donc le rejet de cette proposition de loi, et avec Yaël Braun-Pivet qui a dit qu'elle prendrait ses responsabilités, à savoir que si la loi passait, elle sortirait l'article 40. Jackie Isabello, qu'est-ce qu'on comprend dans tout ça, et est-ce que c'est pas un déni de démocratie? C'est la question évidemment qui revient, même si c'est un outil parlementaire possible. L'essentiel du traitement médiatique que les gens ont en tête, c'est effectivement de rappeler cet article 40. Et d'ailleurs, c'est assez marrant qu'on en parle parce que lorsque l'entièreté de l'Assemblée nationale a été renouvelée après l'élection d'Emmanuel Macron, vous avez plein de nouveaux députés et ils racontent tous la même histoire. Moi, j'ai travaillé pour certains et il me dit, je pensais arriver et sauver le monde. Et là, Édouard Philippe est arrivé à l'Assemblée nationale. Il a réuni l'ensemble du groupe il a fait, bon, je vais vous donner un petit cours de droit parlementaire, de droit constitutionnel. Et il leur a parlé de cet article 40 en leur disant, commencez pas à tout changer, vous n'aurez pas énormément de marge de manœuvre. Donc dans l'opinion publique, on parle de cette inconstitutionnalité-là majoritairement. Ce matin, dans le Figaro, il y a un très bon papier dans le Figaro Vox, donc en ligne, de Benjamin Morel, qui est un éminent spécialiste de droit parlementaire et très bon connaisseur du droit constitutionnel, et qui dit, attention, les habitudes concernant l'article 40 font
que ce serait pas si anticonstitutionnel que ça. Et il donne des éléments que je vais pas résumer là parce que c'est assez subtil en disant le droit parlementaire est avant tout un droit politique. Donc c'est vrai qu'il explique d'une certaine manière la position d'Éric Coquerel. C'est pas forcément la majorité de ce qu'on dit, et je le dis de manière tout à fait honnête. Vous savez que je suis assez loin de ces positions. Et pour que les gens se fassent une idée du débat dans sa complétude, eh bien de lire ce papier de Benjamin Morel est assez intéressant. Oui, mais... Et après les deux positions de dire si on empêche ce texte d'arriver, eh bien une fois encore on ne pourra pas aller au bout d'un vote sur ce sujet très important sur les retraites. C'est une position qui me semble intéressante, moi qui n'est pas la mienne. La Constitution, elle porte l'article 49.3 depuis toujours, et donc on doit décider à la fin de la manière dont un texte passe au journal officiel. Ça a été fait par le 49.3. Et puis surtout, au-delà de ça, il y a un vrai sujet de financement des retraites. Et avant de faire de la politique, je pense qu'on est suffisamment surendetté pour qu'enfin le message passe. Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Oui, mais là-dessus, moi, je suis un spécialiste de l'économie, et ce sujet dont il a été reconnu qu'il avait été maltraité, on a un vrai problème de financement des retraites dans ce pays et de surendettement pour que nos enfants voient l'État mener des politiques qui aillent dans des sens un peu différents, et il fallait faire cette réforme. Elle a été très très mal expliquée. Voilà, donc que les gens se fassent cette idée-là. Je réponds pas complètement à votre question. On fera pas changer les gens de leur position. Ouais. Il y a cette phrase, il serait temps de reconnaître le pouvoir du peuple en brisant la camisole qui entrave ses si légitimes représentants. Non, mais attends, alors justement, c'est de ça dont je voulais parler. Michel Taube. On est sous la 5e République. Sur la 5e République, c'est pas la peine d'être prof de droit constitutionnel pour savoir que le pouvoir est dans les mains de l'exécutif et que l'Assemblée nationale et le Parlement sont quasiment une variable d'ajustement pour l'exécutif, d'où les articles 49.3 et les autres. Donc il faut arrêter de faire semblant de croire qu'on va raviver la démocratie, ou alors on change de régime. On change de constitution, on rétablit un système parlementaire dans lequel le Parlement a plus de pouvoir sur le pouvoir exécutif. Donc je suis désolé, là moi j'ai envie de défendre la position du gouvernement. Une loi vient d'être promulguée, on va pas non seulement déjuger la parole de l'État telle qu'elle a été adoptée, et en plus on est sous la 5e République. Le Parlement n'a pas tous les pouvoirs. Je suis désolé, c'est comme ça, et c'est comme ça depuis 1958, et ça changera pas, et c'est pas près de changer. Oui. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça serait déclaré inconstitutionnel. Inconstitutionnel. Parce que ça a été promulgué cette loi a été réfléchie pour, on l'a dit, l'équilibre financier, dans un équilibre financier, dans un budget. Et aujourd'hui, on vous dit que ça serait inconstitutionnel parce que ça toucherait à cet équilibre financier, c'est-à-dire que l'argent qu'on irait chercher dans la réforme des retraites qui a été votée il y a maintenant 2 mois, eh ben on le retrouverait pas ailleurs. Alors Liot a proposé dans cette proposition de loi d'aller d'aller équilibrer ce budget en allant chercher l'argent dans le tabac, dans la vente de tabac. Ça tient pas debout. Quand vous regardez, ça ne tient pas, vraiment pas debout. C'est la journée sans tabac aujourd'hui. Non, mais surtout, c'est une marotte qui existe depuis toujours et qui a fait dire un jour à François Mitterrand, de toute façon, l'économie, ça se résume à la fin à augmenter le prix du paquet de cigarettes parce que c'est un effet de manche parlementaire depuis toujours. Mais pour trouver 18 milliards, c'est absurde. Moi, je comprends pas comment le gouvernement n'est pas arrivé pendant cette première étape à expliquer aux gens qu'on avait un problème de surendettement. Qu'est-ce qui se passe si jamais cette loi passe ? Le 1er juin, Standard & Poor's remet son rapport. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand Liz Truss, en Angleterre, a fait des promesses complètement déraisonnables de baisse des impôts lors de la campagne au sein de son parti. Elle est devenue première ministre. Elle a voulu les mettre en œuvre. Elle a été virée instantanément par les marchés financiers qui ont décroché leur téléphone en disant « Si jamais ces mesures passent, vos notes, elles vont chuter et du jour au lendemain, vous êtes surendetté. » On ne comprend pas ça en France. C'est exactement ce qui se passe. Si cette loi est votée et qu'on alourdit la charge du budget de l'État de 18 milliards, notre note est dégradée instantanément, non pas par une, mais par les 3. Et alors vous allez voir le spread de financement. Oui, mais les gens, il faut qu'ils écoutent ce qu'on leur dit. Mais vous pouvez pas leur dire ça. Et en plus, la vérité, c'est que cette loi ne sera pas votée. Parce que ça, on ne le dit pas non plus, mais pour qu'elle soit votée, cette promulgation de loi, il faut que le Parlement, dans sa globalité, dans son intégralité, vote. C'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et après, quand on se fait voter, le président de la République convoque le Conseil constitutionnel. La vérité, c'est que le Sénat
ne votera jamais cette proposition de loi Lyotte, puisqu'ils ont voté la réforme des retraites. Donc en fait, en plus, on dépense de l'argent là dans l'arsenal législatif. Et c'est vrai qu'on va pas au bout des choses. Maintenant, si vous dites que vous interdisez ça, il y a quand même un problème de démocratie aussi. Les gens qui disent ça, vous pouvez l'entendre parce que ils vous disent, en fait, on vote pas, on s'en fout de notre regard. Un auditeur me dit, ça veut dire que l'Assemblée nationale ne sert plus à rien. C'est ça un peu le problème. Alors attendez, Jean-Luc et mesdames, c'est bien tout le problème. C'est le sentiment quand même général. Hein. Ça nous a permis de réviser notre droit constitutionnel. Bien sûr. Globalement. Est-ce que ça passionne plus de 10% des Français? J'ai plus que quelques doutes. Certes, il y a des problèmes de dette publique, mais les problèmes de dette publique dépasse largement les 16-17 milliards du déficit de la question des retraites. On est sur une dette publique due évidemment à l'après-Covid, due à des financements directs d'aide aux entreprises et à toutes les entreprises, qui font que le grand débat par rapport à ça, c'est comment on recadre le schéma de la possibilité que la France ne soit pas totalement endettée dans les années qui viennent, surtout avec une inflation absolument considérable. C'est les aides aux entreprises qui financent, qui font le trou de l'endettement de la France, c'est nouveau. Qui vont largement augmenter. Mais clairement, pourquoi ne pas laisser ce vote, puisque chacun sait que même si ce vote était gagné à l'Assemblée nationale, pour ceux qui disent on retire la réforme des retraites, immédiatement ce sera balayé, et Alex l'a dit et d'autres l'ont dit, et balayé par le fait que le Sénat ne votera pas pour. En gros, effectivement, si c'est pour montrer que le Parlement aujourd'hui ne sert plus à rien, on s'y prendrait pas autrement. Oui, mais c'est un peu ça. Ce qui est assez insupportable, c'est que moi je passe ma vie chez vous, ailleurs, à dire homme politique, c'est un vrai métier, ou femme politique, donc avec un grand H. Attention, ils ont des décisions à prendre. Leur boulot, c'est de prendre des décisions, mais là, ils sont tous en train de se cacher derrière leurs petits doigts, et la présidente de l'Assemblée nationale, elle se réunit, elle met sa grosse ceinture de cuir, elle est patronne de l'Assemblée nationale, elle dit article 40, maintenant c'est terminé les conneries, et ce texte ne passera pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, les gens votent pour changer la Constitution. Mais la Constitution, elle est là, on respecte la Constitution, et tous les gens qui disent que c'est un déni de démocratie, moi je suis scandalisé, c'est pas un déni de démocratie. Hier, j'entendais à la télévision, je ne vais pas citer, le commentateur disait « Ah, on ne s'est jamais autant servi de la Constitution ». J'avais envie de lui dire, mes camarades, attends, t'as fait une école de journaliste, on n'a jamais autant parlé des articles de la Constitution, mais les parlementaires, ils s'en servent tous les jours de la Constitution, le gouvernement s'en sert tous les jours. Là, on découvre quelques articles. C'est un sujet sérieux. Demain, il faut transformer l'éducation avec l'intelligence artificielle. Il va falloir que les profs fassent autrement leur métier. Il faudra les former. On a besoin d'eux. On a besoin de fric. Et ce fric, on ne l'a plus. Et il faut réformer les retraites, parce que si jamais on fait un trou de 18 milliards, on va être dégradé. Et les Allemands vont continuer d'emprunter à 2,5%. Et nous, on va emprunter à 6 ou 7%. Quand les Italiens empruntent à 4,5%, alors que nous, on emprunte toujours à 2,9%. De dire aux gens, c'est des sujets super sérieux qui vont conditionner l'état dans lequel sera notre pays demain. Vous avez des gens qui vous disent que l'argent, on peut le trouver ailleurs. Eh bien, ils disent n'importe quoi, ces gens-là. Moi, je ne suis pas un politique, je leur dis. Dans la proposition Lyotte, on vous explique qu'on va équilibrer financièrement avec la vente de tabac. Mais c'est ça, le paquet va passer à quoi? 30 €? À chaque fois, c'est la même chose qu'on nous ressort. Mais c'est pas vrai. En vrai, c'est pas vrai. L'argent, je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Et effectivement, on est obligé d'équilibrer avec les affaires sociales. Et les affaires sociales, aujourd'hui, c'est les retraites, c'est la fraude, quand on nous en parle depuis quelques jours, c'est toutes ces choses-là. Et il y a un micro-sujet qui est peut-être moins important que ce qu'on évoque là, c'est si jamais la proposition de Lyotte passe à l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous avez quasiment une scission au sein de LR. Parce que ça voudrait dire que un nombre important de députés, les Républicains, ont voté une mesure qui est complètement contraire à la doctrine du parti depuis toujours. Donc ça aurait aussi des conséquences extrêmement graves. Donc moi, je ne crois même pas à son vote à l'Assemblée nationale. On parlait du Sénat, mais déjà à l'Assemblée nationale, à mon avis, ça risque pas de passer. Ou alors, LR est déjà plus ou moins mort, mais ce serait... Et de redire, ce gouvernement, il a un problème avec l'économie. C'est marrant parce que Macron est plutôt bon sur l'économie. Sur des grands sujets comme ça, ils ne savent pas expliquer. Premier sujet, ils ont mal vendu la taxe carbone. La taxe carbone, tous les spécialistes disent, c'est la façon de financer la transition. Sauf qu'il faut dire aux gens qui sont les moins riches, il faut dire, ne vous inquiétez pas, cette carte
taxe carbone ne va pas vous impacter. Ça va vous permettre de changer de voiture, ça va vous permettre d'être accompagné. Il faut qu'on accompagne ces gens-là, tout le monde le sait, c'est hyper important. Il ne faut pas qu'on accompagne les riches qui ont des jets privés. Première réforme, ils se sont plantés, mais lamentablement pour l'expliquer. Deuxième réforme qui a un impact considérable sur les finances publiques, c'est les retraites. Ils sont incapables de dire aux gens, madame, monsieur, même l'État a des problèmes de fin de mois et il faut savoir gérer un budget correctement. C'est pas l'État qui donne l'exemple sur la gestion du budget. Vu l'endettement qu'on a. Promesse de Macron, supprimer 150 000 emplois publics, il n'en a pas supprimé un seul. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il peut y avoir une motion de censure? La suite, oui. Si c'est voté, c'est voté. Mais là, honnêtement, ce sera voté. Je pense à l'Assemblée, ça sera voté, mais motion de censure, ça sera encore un coup d'épée dans l'eau. C'est Brune Pivet qui va finir par dire non. C'est qu'elle veut juste pas passer pour celle qui en soi-disant empêcherait. Donc ça veut dire quoi? Qu'elle a un agenda, elle? Je suis pas sûr qu'elle dise non. Qu'elle fasse son métier. Elle voulait pas dire non au départ. Non, elle voulait pas au départ. Donc je suis pas sûr qu'elle dise non s'il y a de la pression. Elle va convoquer un bureau et ils vont être obligés, de toute façon, avec ce bureau, de faire voter. Et de toute façon, ils auront la majorité pour empêcher ce texte de passer. C'est ce qui va se passer. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est qui le patron? On a Nicolas Chaban qui sera avec nous, qui fait beaucoup pour les petits agriculteurs et pour la qualité de nos produits. À tout de suite.